bienvenue à ce cycle de conférences sur l'innovation en transition écologique. Je suis Virginie James et je suis ravie de vous accueillir à cet événement organisé par le Lab de la Sécurité sociale porté par Lucans. Depuis le 10 juin 2022, nous organisons chaque vendredi à la même heure un cycle de conférences pour aborder ensemble des thèmes avec l'idée de sensibiliser l'ensemble des dirigeants et tous les acteurs de la sécurité sociale sur des thématiques de la transition écologique. Pendant ce cycle, on vous partage des états des lieux thématiques, les grands enjeux et les impacts sur nos organisations. Vous retrouverez aussi un certain nombre de témoignages, qu'ils soient d'experts ou des innovations qui sont portées par des organismes de la sécurité sociale ou encore d'autres environnements professionnels pour nourrir vos réflexions, vos évolutions et les transposer facilement dans vos organismes. Aujourd'hui, on abordera tous ensemble le thème du numérique responsable. Cette émission, elle est en direct, donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions directement dans le chat. On y répondra en direct. Vendredi prochain, nous retrouverons une autre thématique qui sera différente. On abordera donc ensemble le bâtiment écologique et la mobilité durable. Et on terminera ce cycle de conférences le 8 juillet par l'accompagnement de ces évolutions, de ces transformations dans nos organisations, et notamment sous l'angle RH. J'en profite également pour vous informer que l'ensemble des émissions, les replays sont disponibles donc en ligne à la fois sur le site de Lucans ou sur le site du Lab de la Sécurité sociale. J'en profite également pour vous communiquer une autre information. Un article et un dossier est paru plus précisément donc dans la revue spécialisée Espace social européen. Donc n'hésitez pas à le consulter. C'est disponible depuis le 20 mai 2022, idem. Donc vraiment n'hésitez pas à parcourir ce dossier qui pourra vous donner des informations sur les pratiques mises en place au sein de nos organisations, sur les différents thèmes abordés lors des conférences. Un dernier message avant de céder la parole à Charlotte Blais-Desforges qui vous accompagnera tout au long de cette heure et demie. On a un questionnaire de satisfaction à vous mettre à disposition. Voilà, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour y répondre, pour nous aider à améliorer les tables rondes pour le futur. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très agréable émission en compagnie de Charlotte Blais-Desforges. Bonjour à tous, merci beaucoup Madame James. J'ai effectivement le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de numérique responsable en compagnie des nombreux intervenants qu'on va avoir aujourd'hui. Et comme la semaine dernière, on est ensemble jusqu'à environ midi. Comme le disait Madame James, l'objectif de ce cycle de conférences, c'est vraiment d'approfondir ensemble les enjeux de la transition écologique, mais aussi de vous mettre en action et donc de vous donner à voir des bonnes pratiques inspirantes, que ce soit en externe avec des experts ou alors en interne avec des initiatives mises en place au sein de la sécurité sociale. La semaine dernière, vous avez été déjà assez nombreux à nous suivre en live ou en replay sur le thème de l'économie circulaire, où nous avions notre première table ronde pendant laquelle on a commencé à aborder le thème du numérique responsable via l'initiative Réemploi numérique solidaire du groupe ARES. Et c'est ce donc vaste sujet du numérique responsable que nous vous proposons d'approfondir ensemble aujourd'hui pour voir comment concrètement vous pouvez passer à l'action. Alors, petit aperçu du programme de cette matinée ensemble. Je vais, comme la semaine dernière, commencer par vous exposer les grands enjeux autour du numérique et de la notion de numérique responsable. Puis nous aurons une intervention vidéo de Thomas Fatome, qui est le directeur général de la CNAM sur l'enjeu du numérique responsable pour la sécurité sociale. Ensuite, nous aurons un temps d'échange pour approfondir cette notion de numérique responsable avec des experts du sujet, donc Fabrice Flippo, qui est professeur de philosophie, et Olivier Joviado, directeur de projet à la DINUM. Enfin, nous aurons un temps d'échange assez long, un temps d'échange et de partage d'initiatives assez long, puisque nous allons avoir à la fois des pratiques externes avec Agnès Comte de la Banque de France et Diane Swidong de la Caisse des dépôts, mais aussi deux initiatives aujourd'hui portées par des organismes de la sécurité sociale, avec messieurs Yannick Puget de l'IMSA et Sébastien Neffa de la CAF du Gard. Comme le disait Madame James, je vous rappelle qu'en tant que spectateur, vous pouvez tout au long de la conférence poser vos questions dans le chat pour nos intervenants au plateau et on gardera du temps à la fin pour avoir un temps de questions-réponses. Donc
tout d'abord, je vous propose de revenir un instant sur ce qu'est le numérique responsable et pourquoi il est nécessaire au regard des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux des nouvelles technologies. Parce qu'une des problématiques avec le numérique, c'est que par essence, c'est immatériel et donc on a souvent du mal à visualiser ou à se représenter les impacts environnementaux du numérique et j'ai envie de dire un peu la pollution au sens large que cela peut engendrer. Parce que concrètement, contrairement à du papier, où c'est assez facile de voir la pile de papier usagé qui s'empile parfois même au sortir de la photocopieuse quand on s'est trompé dans la mise en page et qu'on vient d'imprimer une page qui ne va pas, c'est facile pour les collaborateurs de se rendre compte de l'impact de la pollution qu'ils génèrent. Sur le numérique, forcément, on ne voit pas ces déchets qui sont générés. Pourtant, les impacts sont bien réels. Et donc, pour s'en rendre compte, je vous propose de regarder ensemble quelques chiffres. Par exemple, si on commence par s'intéresser aux impacts environnementaux, il faut savoir que l'impact du numérique, c'est 4,2% de la consommation d'énergie et 3,8% des émissions de carbone. Si on veut se rendre compte, on va prendre un ordre de grandeur. En 2020, la pollution engendrée par le secteur du numérique est déjà comparable à celui du trafic aérien. Et bien sûr, ces chiffres sont amenés à croître avec l'utilisation grandissante des nouvelles technologies. Et donc les projections estiment qu'en 2025, on sera à 6% de la consommation d'énergie et 7,6% des émissions carbone. Il y a aussi des impacts au niveau de l'extraction et de l'utilisation des ressources. On l'a vu la semaine dernière sur l'économie circulaire, c'est un enjeu environnemental majeur. Là, le numérique consomme 0,2% de la consommation d'eau mondiale et, chiffre très parlant, je trouve, il faut 800 kg de matières premières pour produire un ordinateur portable qui, lui, pèse 2 à 3 kg. Donc, si on regarde cette empreinte carbone un peu plus précisément et qu'on essaye de voir où sont émis les principaux gaz à effet de serre, en fait, on se rend compte que tout se joue au moment de la production, de la fabrication, donc tout ce qui est extraction de matière, assemblage, transport, alors que la phase d'utilisation ne représente que 17%. Et quand on s'intéresse un peu plus aux sources d'émissions de gaz à effet de serre, on en recense 3. Donc il y a les data centers, dont on parle souvent, les équipements des utilisateurs et tout ce qu'on appelle les réseaux, c'est-à-dire les antennes relais, les box qu'on peut tous avoir à la maison, etc. Un chiffre qui est assez surprenant, c'est que je pense que si je vous posais la question, vous me diriez que la principale source, ce sont les data centers. En fait, pas du tout. 84% des émissions du numérique en France proviennent des équipements des utilisateurs. Donc avec ces premiers chiffres et ces premières informations sur l'empreinte carbone du numérique, je pense que vous commencez à vous dire qu'en fait les impacts sont vraiment réels et malheureusement il y en a encore plus parce que, donc on a commencé à le dire, mais il y a aussi des impacts sur les ressources naturelles, puisque pour fabriquer un peu tous les outils numériques qu'on a à notre disposition maintenant, il y a une extraction intensive de terres et de métaux rares, mais ça va aussi jusqu'à la fin de vie des produits, parce que ce sont souvent des produits qui sont mal recyclés, mal réutilisés, et donc on observe des phénomènes de décharge électronique, un peu à ciel ouvert, qui sont des décharges extrêmement polluantes et dangereuses pour les populations qui y sont exposées. Donc, les impacts environnementaux du numérique sont donc déjà assez considérables, mais il y a aussi des impacts sociaux et sociétaux. Par exemple, le respect des droits humains, parce que l'extraction de matière dont on parlait, elle a souvent lieu dans des pays avec des mines de matières premières qui sont des pays où il peut y avoir de l'exploitation des populations, voire du travail des enfants. Il y a aussi toute une problématique autour du respect de la vie privée. On entend très souvent parler avec les réseaux sociaux notamment, qui sont l'utilisation des données personnelles parfois contraires au respect de la vie privée,
Ou encore, aussi phénomène de société, l'égalité des genres, parce que le numérique reste encore un milieu très masculin. Enfin, lié au numérique, il y a des impacts sociétaux et sociaux. J'en prendrai quelques-uns. Par exemple, la fracture numérique dont on a pu beaucoup parler au moment de la crise du Covid parce que ça a été assez révélateur. On estime qu'un Français sur 6 n'utilise pas Internet faute d'équipement, de connexion ou de connaissances. Il y a un problème d'accessibilité aussi aux différents sites puisque depuis mai 2012, l'ensemble des sites Internet publics doivent être rendus accessibles. Mais dans les faits, un rapport du Défenseur des droits montre que seuls 40% du web public est accessible. Il y a aussi des risques psychosociaux, parce qu'on l'a vu, il y a l'intensification du télétravail qui implique des notions de droit à la déconnexion, de charge mentale associée à l'usage du numérique. On est tous de plus en plus accros à tous nos réseaux sociaux et tous nos outils numériques. Et donc, c'est un facteur très important. Et enfin, le cyberharcèlement, dont on parle beaucoup pour les jeunes et les adolescents, mais en fait, plus de 40% des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées sur les plateformes sociales en ligne. Bon, donc on l'a vu, il y a beaucoup d'impacts, que ce soit environnementaux, sociaux, sociétaux, liés au numérique. Et donc, la réponse à ça, parce que ne soyons pas défaitistes, il y a des solutions qui existent, eh bien, c'est le numérique responsable. Et donc, il y a deux volets dans ce qu'on appelle numérique responsable. Il y a à la fois une partie qu'on appelle souvent Green IT, qui s'intéresse justement à tout ce qui est impact environnementaux avec l'éco-conception des équipements et des services. C'est ce qu'on a vu encore une fois la semaine dernière avec l'économie circulaire. L'éco-conception est très importante, mais aussi les sobriétés dans l'usage. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle la Tech for Good, qui est comment mettre le numérique au service du développement durable et donc créer des externalités positives et non pas que négatives. Voilà, j'espère qu'après cette très courte introduction au sujet, vous y voyez déjà plus clair. Je suis désolée parce que j'ai conscience que tous ces chiffres et ces impacts, c'est pas très réjouissant, mais je vous rassure, on va passer maintenant à la partie solution de notre table ronde et on va voir justement ensemble comment se projeter dans un avenir avec un numérique plus durable, plus souhaitable et comment justement en passant à l'action, on peut tous ensemble construire ce futur plus désirable. Mais avant de rentrer dans la partie solution, je vais laisser la parole à Monsieur Fatome, directeur général de la CNAM, qui va donc nous parler du numérique responsable à la sécurité sociale. Je crois que derrière cette logique de numérique responsable, il y a deux volets bien identifiés. Le premier, c'est réduire l'impact écologique de ce numérique. On a progressivement découvert que le numérique, il pouvait être un plus pour l'écologie, mais il a aussi une empreinte écologique significative. Et ça questionne à la fois nos pratiques individuelles, les services numériques qu'on propose à l'ensemble de nos partenaires, assurés, professionnels de santé, entreprises, et puis bien sûr aussi notre organisation interne en termes de producteurs de systèmes d'information. Ça, c'est le premier point. Et puis derrière ce numérique responsable, il y a aussi évidemment ce défi de répondre à la fracture numérique. Autant on est très motivé pour continuer à proposer des services numériques parce que nos assurés notamment nous le demandent, autant il faut avoir en tête qu'il y a des enjeux de fracture numérique qui sont évidemment très importants. Alors on sait qu'un certain nombre de nos assurés nous remontent en effet des difficultés par rapport à leur appropriation du numérique. Certes, on a plus de 40 millions de personnes qui ont un compte Amélie, mais on a aussi bien sûr des personnes, des assurés qui viennent aux accueils, qui viennent au téléphone et qui nous disent logiquement ne pas être très à l'aise avec ces outils. Donc vraiment notre ambition c'est de les accompagner
et de pouvoir leur proposer des sessions d'accompagnement, des ateliers de formation au numérique, de leur permettre de s'approprier ces outils. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notamment au travers du projet de Mon Espace Santé, on a développé avec le ministère toute une équipe d'ambassadeurs du numérique en santé pour justement être présents dans les accueils des caisses, dans les hôpitaux, dans les points de contact, dans les maisons France Service également, de pouvoir là aussi aider les assurés à appréhender ce nouvel objet qui est mon espace santé. Et puis bien sûr aussi, c'est vrai, dans les 65 000 collaborateurs de l'assurance maladie, il peut bien sûr y avoir aussi des gens qu'on a besoin d'accompagner. C'est la raison pour laquelle on a engagé des programmes de formation, d'accompagnement à la prise en main des outils numériques. Ça fait partie aussi de notre responsabilité en tant qu'employeur, en tant qu'assurance maladie. Alors il est vrai qu'on a à la fois le privilège et la responsabilité de gérer une des plus grandes bases de données d'Europe et sans doute du monde au travers du SNDS, et que ça veut dire, derrière cette gestion de base de données, des data centers, comme on dit, qui sont évidemment des enjeux en termes de consommation d'énergie et d'empreinte écologique. On a pris le taureau par les cornes, puisqu'on a commencé à équiper, à transformer l'organisation, l'immobilier de ces data centers pour les rendre éco-responsables. C'est ce qu'on a fait depuis 2018 au CTI de Strasbourg, avec des investissements importants, mais aussi des résultats spectaculaires. Un seul chiffre, un peu moins de 3 millions de kilomètres de voitures économisées chaque année grâce simplement à l'équipement de ce centre de traitement informatique. Et ce que nous voulons faire, et ce sera un axe important du schéma directeur des systèmes d'information de l'assurance maladie, de la prochaine COGE entre l'État et l'assurance maladie, qui aura un volet de transition écologique important, c'est de continuer à équiper, à transformer l'immobilier de ces data centers pour les rendre éco-responsables. C'est un vrai défi, mais quelque part, on sait qu'on a la capacité de diminuer l'empreinte écologique de ces centres d'hébergement de données. Le premier message, je crois, c'est qu'il ne faut pas opposer le numérique à l'écologie, le numérique à la responsabilité sociale. Il faut à la fois porter des services numériques parce que c'est ce qu'attendent nos assurés, c'est comme ça qu'on leur propose et déploie des services adaptés à ce qu'ils nous demandent. En même temps, il faut se dire qu'on a besoin individuellement et collectivement de changer, de transformer nos pratiques individuelles, de transformer nos organisations, de le faire aussi dans une réglementation qui va sans doute continuer à évoluer. Donc c'est vraiment, je dirais, cet équilibre entre assumer des ambitions numériques, mais aussi changer nos comportements individuels et collectifs. Et ça sera évidemment, je pense, un des enjeux forts de la prochaine convention d'objectifs et de gestion entre l'État et l'assurance maladie pour 2023 et 2027. Merci Monsieur Fatome. Aller vers plus d'inclusion numérique et de sobriété énergétique, ce sont vraiment des thèmes sur lesquels on va revenir tout au long de cette table ronde pour que vous qui nous regardez, vous puissiez savoir comment concrètement vous pouvez mettre en place des démarches liées au numérique responsable dans vos organismes. Mais avant de se plonger dans ces exemples de bonnes pratiques, je vous propose qu'on revienne quelques instants sur les enjeux pour bien comprendre comment on peut mettre en place des actions en fonction de leur réel impact et aussi comment agir en tant qu'acteur de la commande publique. Et donc, c'est ce que nous allons voir avec nos premiers invités, Monsieur Philippot et Monsieur Joviado. Fabrice Philippot, vous êtes professeur de philosophie, membre du laboratoire du changement social et politique à l'Université Paris Diderot et enseignant-chercheur à l'IMT-BS, Institut Mines Télécom Business School. Quand on parle de numérique responsable, on pense souvent, on évoque souvent ce qu'on appelle les éco-gestes. Et donc, il y en a un dont on parle très très souvent qui est le tri des emails où on nous dit que c'est absolument indispensable et que ça a un impact très fort. Et donc, je voudrais qu'on revienne sur ce fameux tri des emails pour savoir si c'est un vrai éco-geste à impact. Et sinon, quelles sont les choses que l'on peut mettre en place très concrètement pour réduire son impact numérique ? Les emails, c'est clairement pas un grand poste, hein, donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus.
Après, les gestes, ben, il y a différents niveaux. Mais déjà, je pense qu'il faut compléter un peu le diagnostic sur d'où vient ce numérique. Et c'est vrai que l'équipement usagé est celui qui a un poids important en termes de gaz à effet de serre. Par contre, c'est vrai que si on a besoin d'équipements usagés, si les gens utilisent les équipements, c'est parce qu'il y a des services. S'il n'y a pas de service, moi par exemple, j'ai un Nokia 5310 parce que je n'utilise pas WhatsApp. Donc, je n'ai pas besoin du service, donc je n'ai pas besoin du terminal en fait. Hein. Donc, le push, il vient quand même des services, même si quand on regarde le poids, c'est le terminal, le terminal est prérequis en quelque sorte pour que les services existent. Et ces services, ils sont poussés de manière très très forte par un secteur qui connaît une croissance de 6 à 7% par an en chiffre d'affaires chaque année. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde le rapport entre chiffre d'affaires et gaz à effet de serre, il y a un lien. C'est-à-dire plus on investit, plus la bourse investit, plus les milliardaires investissent, plus ils développent de services, plus les services sont développés, plus on devient addict, comme vous dites, aux services. C'est-à-dire que, en fait, c'est des systèmes de réseau, quoi. Hein. Mais juste pour donner une petite idée et être pas trop long, aujourd'hui, une entreprise, disons, automobilo-numérique comme Tesla est valorisée 1000 milliards de dollars en bourse, c'est-à-dire plus que tous les autres constructeurs automobiles réunis. C'est pour dire à quel point ce secteur a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Donc, pour développer des usages et une addiction aux usages, c'est mieux quand vous avez quelques centaines de milliards avec vous que quand vous avez juste votre voix dans la rue pour essayer de convaincre. Donc, il faut voir tout ça aussi. Hein. Donc, l'ensemble, on va dire, de la construction des usages, parce qu'après, sinon, on est tenté de rendre l'utilisateur final tout seul dans son coin responsable et il ne peut pas grand-chose, malheureusement. Et oui, et ce qu'on cherche à voir aujourd'hui ensemble, c'est comment on peut réduire justement son impact écologique dans un contexte de numérisation croissante. Et vous, votre position là-dessus, elle est un peu radicale, parce que ce que vous prêchez, c'est la sobriété. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que cette sobriété numérique? Alors, on peut distinguer la sobriété de l'efficacité. Oui. En fait, l'efficacité, au sens écologique du terme, l'efficacité énergétique, matière, l'efficacité, ça veut dire, par exemple, vous regardez une vidéo sur Internet, vous regardez cette vidéo et il y a différentes solutions techniques. Certaines solutions techniques sont plus efficaces d'un point de vue écologique que d'autres. Si vous avez un petit terminal, un petit écran, une petite résolution, un petit débit, ça consomme moins, ça a un impact écologique moindre que d'avoir un grand écran, un grand terminal, et ainsi de suite, qui est tout neuf, que vous renouvelez tout le temps. Et voilà. Donc ça, c'est l'efficacité en fait, hein, énergie ou matière. La sobriété, c'est de se demander si on a vraiment besoin de regarder cette vidéo. Donc elle porte plutôt sur la question de l'usage, est-ce qu'on en a besoin, que sur la question de comment je fabrique l'usage, en fait, plus ou moins écologique. D'accord. Et j'en ai très brièvement parlé en introduction, mais le numérique, ça a vraiment révolutionné notre manière notamment de travailler, enfin de vivre, mais surtout de travailler, puisque ça permet de faire beaucoup de choses à distance. Du coup, il y a des visios, il y a des conférences et des tables rondes comme ce qu'on fait aujourd'hui, les échanges de mails qui se sont aussi multipliés. Et donc, ça permet un peu de contracter l'espace-temps et donc de toujours gagner en vitesse. C'est quoi votre regard sur l'accélération de la société et de nos usages? Il y a des constantes qui ne s'accélèrent pas. On dort toujours autant. Il y a les journées en toujours 24 heures. Elles ne se sont pas contractées en 23 heures ou en 22 heures. Donc il y a des constantes qui effectivement n'ont pas bougé. Par contre, ce qu'on peut remarquer quand on met le numérique dans une perspective longue, c'est que c'est une innovation qui prend bien la suite des autres innovations. À savoir que la machine à vapeur, ça permettait de produire plus de charbon dans la même heure. Le moteur thermique, ça permettait de faire plus de kilomètres dans la même heure qu'un cheval. Le courrier papier, ça permettait de transporter des nouvelles de manière plus rapide que transporter la personne elle-même, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas une rupture, en fait, le numérique. Hein. C'est un toujours plus dans la même direction. Donc, il y a bien une rupture, mais à l'intérieur de la même direction. Donc, le type de changement qu'il y a, évidemment, quand il y a eu la machine à vapeur, ça induit certains types de changements. Le numérique induit d'autres types de changements. Et en fait, il induit deux grands types de changements, hein, pas trois, juste deux. C'est le changement, disons, des espaces d'information. C'est comment est-ce qu'on fait pour dialoguer entre nous? Parce que c'est y compris entre les machines de manière indirecte, mais quand les machines dialoguent, c'est aussi pour dialoguer avec nous. C'est des intermédiaires, en fait. Hein.
Mais donc on avait des espaces comme le marché, comme le supermarché, comme la maison, maintenant, oui, on dialogue par WhatsApp, par SMS, donc c'est des espaces publics en fait. C'est pour ça que je pense que c'est pas bon de parler d'addiction. En fait, c'est des espaces publics qui se sont créés et c'est comme si on disait, si on supprimait WhatsApp, c'est supprimer un espace public. Alors avec ses bons et ses mauvais côtés, à la fin du 19e siècle, quand la presse est apparue, la presse à grande échelle, il y avait tout et n'importe quoi aussi. Il y avait aussi des rumeurs, des fake news, tout ça n'est pas nouveau. Mais par contre, ça se joue différemment, très clairement. Donc, premier, c'est l'information. Le deuxième, donc y compris l'information quand on travaille, c'est le même ordre de choses, c'est des espaces publics. Bon. Le deuxième élément, c'est la commande. C'est-à-dire que le numérique, c'est aussi une manière de commander le déplacement de la matière. Et juste pour donner un ordre d'idée, je pense que l'ancien directeur de l'OMC, Pascal Lamy, est assez dans le juste quand il dit que la mondialisation économique dans les années 70 s'appuie sur 2 innovations, Internet et le conteneur. Et on voit bien le lien entre la commande matière petit bout par petit bout, c'est une espèce d'IKEA en fait, et l'émergence des chaînes de valeur globale. Et qu'il faut pouvoir piloter ces chaînes de valeur globale avec un système d'information, sinon ce n'est pas possible. Donc les premières formes, c'est le code barre ou des choses comme ça. Maintenant, c'est le QR code. Il y a juste plus d'informations sur le QR code que sur le code barre. Puis après, il y aura un autre truc, etc. Et donc plus on a d'informations, plus on peut piloter finement à l'échelle globale. Et donc quelque part, c'est logique qu'une des plus grosses boîtes, Amazon, soit une boîte de logistique. Ça va aussi avec un autre bon exemple, c'est aussi Zara, la fast fashion. Zara, vous achetez un t-shirt chez Zara, Zara sait dans les 3 secondes qui suivent que le t-shirt a été vendu. Ils le savent à la maison mère, et donc ils voient en temps réel toutes les piles qui montent ou qui descendent, et du coup, hop, ils reconçoivent derrière des t-shirts. Ah, le vert, ça marche bien, paf, on va faire des t-shirts verts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça, en fait, derrière le numérique. C'est toute une économie qu'il faut savoir appréhender, disons, dans sa globalité. D'accord. Et si, du coup, sans rentrer dans les pratiques concrètes de la sécurité sociale, mais qu'est-ce qu'un organisme comme la sécurité sociale peut favoriser comme pratique pour aller vers un numérique qui est plus sobre énergétiquement? Moi, je dirais, c'est comme on dit dans le vocabulaire à la mode, c'est une question d'impact. À impact positif, j'entends. Bon, c'est un vocabulaire un peu à la mode, tout ça. Mais quand même, il s'agit de s'interroger sur quel est l'effet de l'organisation sur le système dans lequel elle est. Ce n'est pas simplement comment vous utilisez vos services, vos systèmes d'information, ce n'est pas simplement la DSI. Bien sûr que c'est la DSI, mais ce n'est pas seulement la DSI. C'est aussi l'effet de l'organisme sécurité sociale sur le déploiement de tel ou tel espace public, la commande aussi, on achète où, comment, avec quel genre de système, on encourage quel type d'avenir en fait en faisant ça, on pérennise quel type de réseau, et c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Bon, n'étant pas spécialiste de la sécurité sociale, je n'ai pas la réponse, bien entendu, mais c'est le type de questions qu'il faut se poser. Non, mais c'est très bien parce qu'effectivement, c'est une très bonne transition avec M. Joviado où on parlait de commandes publiques. Non, mais on va voir justement tout au cours de la table ronde des initiatives qui sont mises en place et donc ce sera intéressant d'avoir votre regard aussi là-dessus. Merci beaucoup. Donc Olivier Joviado, vous êtes directeur de projet à la DINUM et chargé de mission interministérielle numérique éco-responsable. Face à ces constats sur les impacts du numérique comme on l'a vu, en quoi selon vous les organisations ont-elles une responsabilité et laquelle? D'accord, bonjour, merci de cette invitation. On est ravis, la mission interministérielle du numérique éco-responsable, de participer à cette table ronde. Alors pour répondre à votre question, les organisations elles ont des rôles très importants à jouer. Pourquoi? Parce qu'on part du principe dans cette mission interministérielle, et j'aurai le temps de redire qui sont les acteurs qui constituent le comité de pilotage. Aujourd'hui, on pense que ça ne sert à rien de culpabiliser les agents publics ou les citoyens. L'État, et une organisation comme l'État, a largement les moyens d'être exemplaire et de montrer par son exemplarité, justement, faire cette adhésion et de dire « Regardez, nous, on est exemplaire, donc vous pouvez aussi, vous, derrière, le faire ». Alors comment on peut être exemplaire? Fabrice a parlé de certains points. Il y a effectivement ce devoir d'exemplarité sur la commande publique, on va en reparler dans quelques instants, mais en achetant plus sobre, en achetant avec des clauses environnementales et sociales, justement, on peut aller vers plus de numérique responsable. On a aussi cette nécessité de ne pas siloter, en fait,
le numérique responsable juste dans la partie des DSI. Il faut vraiment avoir une vision intégrée. Alors, on est vraiment dans une approche brodélienne du temps. C'est plutôt un temps long. On est dans une approche où les choses se mettent en place. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, dans ce souci d'exemplarité, c'est de publier toute la documentation qu'on fait depuis 1 an en licence ouverte ou des logiciels open source pour que, quel que soit l'écosystème, toutes les personnes, vous à l'UNCARENS ou dans d'autres endroits, on peut les réutiliser. On travaille avec tous les ministères, on travaille avec des autorités administratives indépendantes comme la CNIL, on travaille également avec l'ADEME, la DGE, le CGDD et les partenaires de l'INR, l'Institut du numérique responsable. Donc on a essayé de montrer pour justement que peuvent faire les organisations, qu'elles sont toutes fédérées et elles se sont mises ensemble pour parler d'une seule voix vers plus de numérique responsable. Super. Et si on revient sur effectivement ces notions de commande publique, quels sont vos conseils pour mettre en place une démarche d'achat responsable ? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu, alors on va peut-être sortir des acronymes que je vais expliciter avec plaisir, mais il y a eu tout un corpus réglementaire qui s'est posé depuis 2020, dont vous avez pu entendre parler. Il y a la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui comprend dans certains articles des informations extrêmement impactantes pour la commande publique. Il y a également la circulaire du Premier ministre, le SPE, Service public éco-responsable, où là aussi il y a différentes mesures, dont une mesure 20 sur la commande publique. Vous avez dû entendre parler de la loi climat et résilience. Il y a eu plus récemment, en novembre, en décembre, encore une loi, la loi Rennes, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui dans ses articles invite à faire de l'éco-conception ou à faire des plans d'action sur le numérique responsable. Donc il y a toute une sorte d'ébullition réglementaire. Alors il faut après arriver à la traduire dans des décrets d'application, c'est extrêmement long. Donc on essaye de simplifier un peu tout ça et on publie sur nos sites justement les textes les plus simples pour tout le monde. Et donc la commande publique, si on prend la loi AGEC, vous avez pu voir dans les magasins l'indice de réparabilité qui s'est mis en place cette année, et plus tard qui va être sur l'indice de durabilité. Il y a également un décret d'application que vous devez connaître, mais pas par cœur bien entendu, mais que vous pouvez aller consulter, celui du 9 mars 2021 sur la commande publique dans l'État, qu'on a écrit de manière extrêmement ambitieuse, puisqu'on pousse les organisations de l'État à acheter 20% de matériel issu du recyclage ou du reconditionné, ce qui nous a demandé de structurer, on est en train de le faire, la filière du reconditionné, qui n'était pas encore suffisamment prête. Mais voilà, sur la commande publique, il y a pas mal de choses à faire, et voilà, ça va se mettre en place progressivement. On espère. Mais oui, bien sûr. Mais effectivement, on a évoqué ce thème de la loi AGEC et avec les opportunités que ça constitue pour constituer des nouvelles filières en fait, d'approvisionnement. Et donc le numérique en fait partie. Au sein de la MINUMCO, donc la mission interministérielle numérique responsable, dont vous faites partie, vous le disiez, vous avez publié des guides pratiques pour accompagner justement le développement de ces pratiques numériques responsables dans les organisations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Avec grand plaisir. Alors, je copilote cette mission avec le ministère de la Transition écologique. Dans les services du Premier ministre, on met toujours une mission avec un ministère porteur. On a réuni l'ensemble des ministères et les organisations que j'ai citées. Donc oui, on a publié plusieurs guides pratiques. Le premier livrable qu'on a publié, c'est celui sur le guide pratique des achats numériques responsables qu'on a fait avec la direction des achats de l'État, mais aussi avec des partenaires de l'INR et par exemple la Banque de France ou la Caisse des dépôts qui interviendront juste après. Et donc on a voulu, là encore, être le plus pragmatique et le plus opérationnel possible, c'est-à-dire qu'on a fait un guide en licence ouverte que vous pouvez aller récupérer sur écoresponsable.numérique.gouv.fr qui a été en consultation publique. Ça aussi, je le dis parce que la démarche responsable, c'est des démarches d'exemplarité. Et ce n'est pas tout le temps le cas dans l'État, ce n'est pas tout le temps le cas dans nos organisations, donc c'est important. Tout ce qu'on fait, on le fait avec de multiples ateliers. Et quand on sort une version de nos guides, on les publie en version bêta. C'est consultable pendant 2 mois pour que les citoyens et les organisations puissent l'amender, puissent nous faire des retours. Donc tous les documents dont je vais parler ont subi ce processus et c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc ce guide pratique, on a commencé sur les achats, bien entendu, parce que les achats représentent une source majeure des impacts sur le numérique. Donc on a fait des familles d'achats avec
pour rentrer dans des choses extrêmement concrètes avec des questions sur le sourcing, des exemples de pondération, des exemples de clauses environnementales et sociales, et donc sur les familles d'achat, que ce soit les prestations intellectuelles, la bureautique, les infrastructures. Donc voilà, on a décliné ça pour justement que les organisations, parce qu'on a souvent des organisations ou des collectivités territoriales, on a la NCT avec nous, l'Agence nationale des collectivités territoriales, ne savent pas vraiment sur quel document se baser ou dans quel ordre faire les choses. Donc le premier document, c'était sur les achats. Ensuite, on a publié en octobre le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Là encore, pour avoir des leviers sur l'éco-conception de services numériques, comme par exemple réinterroger, et je pense qu'on va tous être d'accord dessus, sur ce besoin de numérisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de numériser le service pour essayer de voir la disponibilité des terminaux utilisateurs? Si on a besoin d'une marque version 14 pour se connecter à un service, c'est compliqué. Et on a fait ça avec justement les départements qui travaillent sur l'accessibilité, parce que l'État a aussi de gros enjeux sur l'accessibilité et sur l'inclusion. Donc on a fait ce référentiel qui comprend plusieurs dizaines d'indicateurs et de critères à mettre en place, où là aussi on a la mise en œuvre et des exemples précis de mise en œuvre. Et on a encore publié, bon je ne vais en faire que 3, mais on a aussi publié au début de l'année le guide des bonnes pratiques, là aussi par rapport au retour des utilisateurs qu'on avait, c'est-à-dire que beaucoup ont une demande de faire une feuille de route, de faire un plan d'action. Et donc on a voulu montrer qu'est-ce qui pouvait être prioritaire, parce qu'il n'y a pas une réponse clé qui va à tout le monde, ça dépend de l'organisation, ça dépend du sponsoring que l'on peut avoir dans son organisation. Et donc on a mis une 50aine de bonnes pratiques qui dépassent le cadre juste des achats, qu'il suffit de consulter et de mettre en place dans son organisation. Une petite précision sur la différence entre efficacité et sobriété. Donc si par exemple on pousse le reconditionné, alors c'est bien, a priori c'est bien, ça fait durer l'équipement, mais ça coûte moins cher. Donc on fait des économies. Si les économies sont réinvesties pour faire une version bien lourde du logiciel d'à côté, en fait ce qui a été gagné d'un côté est perdu de l'autre. Donc la sobriété pose cette question. Elle ramène au résultat global de l'opération et non pas au résultat relatif. L'efficacité, c'est un critère relatif. Oui, d'accord. Oui, vous voulez qu'on considère tout comme un système, effectivement, et pas saucissonner les étapes. Tout simplement parce que le but final, c'est la planète, et ce but-là, il n'est pas relatif. Ouais. Et c'est ce qu'on a vu, encore une fois, la semaine dernière avec l'éco-circularité, c'est qu'effectivement, il faut... c'est pareil le produit, c'est un cycle de vie. Hein, c'est pas... Et je me permets de rebondir sur le reconditionné, parce que vraiment, les deux sources d'impact, c'est l'achat, la fabrication et la gestion de la fin de vie et de la fin d'usage. Donc il y a des éco-organismes, beaucoup de structures sur le territoire ne savent pas vraiment quoi faire des milliers ou des centaines de milliers de terminaux qui dorment dans des placards. Voilà. Donc il y a des éco-organismes, normalement dès le marché, ça doit être mis dans des clauses qui viennent récupérer voilà. Donc regardez bien les marchés et surtout ne les vendez pas à des brokers qui ensuite le font de manière, qui font une gestion de fin de vie et fin d'usage un peu particulière, on va dire, et qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations et ces précieux conseils. Les guides sont consultables en ligne Les guides sont consultables sur un site qui est éco-conçu, avec le design système d'État, non mais c'est important, qui s'appelle écoresponsable.numérique.gouv.fr. Allez-y, il y a des vidéos, on pousse des liens vers des MOOC auxquels on a participé. Il y a vraiment tout un écosystème qui se met en place depuis 1 an et il faut qu'on continue dans ce sens-là. C'est la base. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais accueillir nos prochaines participantes à cette table ronde. On a déjà commencé à rentrer un peu dans des solutions et bonnes pratiques pour adresser les enjeux de sobriété numérique. Et donc, c'est maintenant tout ce thème qu'on va approfondir ensemble avec mes nouvelles invitées. Agnès Comte, vous êtes Sustainable IT Manager à la Banque de France et vous êtes surtout à l'origine de la stratégie sobriété numérique de la Banque de France. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette stratégie ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est issu d'une innovation sociale. La mission RSE et le Lab Banque de France ont lancé le défi développement durable qui a permis à tous les agents de proposer des actions
à mettre en place au sein de la banque pour limiter l'impact sur l'environnement, lancer des actions sociales. Et donc j'ai proposé la sobriété numérique et d'autres collègues, avec 2 autres collègues aussi, qui ont proposé de jouer sur limiter les emails et également en faveur de l'environnement, mais également aussi pour limiter la charge mentale que cela procure au quotidien. Et donc nous avons monté une équipe à 3 et nous avons soutenu cette idée en plénière auprès des agents de la Banque de France et puis également auprès du management de la Banque de France. Et cette idée a été retenue parmi 3 autres. Et 3 autres aussi ont été retenus, voilà. Et donc ça nous a permis après, dans le cadre de ce challenge, de pouvoir expérimenter ce projet de sobriété numérique, donc de monter des expérimentations pendant 1 an, voilà. Et donc en fait c'est né vraiment des salariés, c'est pas venu... C'était un concours d'innovation, je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et comment vous avez fait? Innovation dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise. Et comment est-ce que vous avez fait pour l'intégrer dans le plan stratégique de votre organisation? Donc l'expérimentation en fait a permis de montrer justement quelles sont les choses qu'on pouvait mettre en place, comment concrètement on pouvait mettre en place la sobriété numérique. Et le plan d'action était en cours de construction. Donc ça a permis de proposer cette idée pour intégrer dans le plan d'action stratégique et le gouverneur souhaitant également intégrer les enjeux RSE au plus haut plan a soutenu cette idée. Voilà. Et donc, qui porte maintenant le sujet? Enfin, ça s'est diffusé dans toute l'entreprise. Il y a un service référent qui porte le projet. Aujourd'hui, donc ça a permis de créer un pôle, le pôle sobriété numérique. D'accord. Voilà, nous sommes 3 personnes et nous sommes 3 personnes et on porte les actions, les 4 axes de sobriété numérique qui sont notre feuille de route, c'est-à-dire adapter nos usages au quotidien et dans notre travail, donc adapter nos usages, maîtriser l'empreinte environnementale du système d'information. Donc ça veut dire qu'on mesure l'analyse du cycle de vie du système d'information selon les normes européennes chaque année. Et on essaie de voir la progression et de la maîtriser. Et puis également adopter des principes de durabilité. Donc là, c'est tout ce qui est éco-conception des services numériques et achat durable. Et également participer à un 4e axe à la transition écologique en faisant comme aujourd'hui, partageant notre expérience et essayer de contribuer à l'ensemble de l'écosystème qui vise à améliorer toutes les actions en termes de sobriété numérique. Voilà. Et comment est-ce que vous pilotez les différents axes? Vous avez des KPI, comme on dit, enfin, des indicateurs de suivi réguliers? Oui, alors on est quand même en phase de pilotage. Ouais. C'est quand même un secteur de déploiement. C'est quand même un secteur, un écosystème tout nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc on fait aussi en fonction de l'évolution de l'écosystème et on essaie de voir et de s'adapter. Et si on voulait du coup donner des clés pour Lucans et pour la sécurité sociale, selon vous, ça a été quoi les facteurs clés de succès du projet? De pouvoir l'expérimenter et d'avoir un budget alloué et des ressources dédiées aussi au sujet, de pouvoir se former, puisqu'en fait l'idée aussi c'est un sujet qui peut paraître simple mais qui est quand même assez complexe, pour pouvoir après essayer de bien s'approprier le sujet et de pouvoir le diffuser en interne. Et puis aussi d'avoir également un sponsor de haut niveau, ce qui aide énormément. Toujours. Et aussi à l'inverse, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées et qui pourraient donner des clés pour ceux qui voudraient mettre en place ce genre de programme?
En fait, ce qui est important aussi, c'est la participation des agents et la volonté de participer. Ils sont très très volontaires et soutiennent l'initiative. Mais par contre, des fois, ils ne se sentent pas forcément concernés. Ils se disent peut-être qu'à son niveau, finalement, on ne travaille pas dans l'informatique. Du coup, on n'est peut-être pas forcément concerné. Donc, il faut sensibiliser, beaucoup de sensibilisation et de sensibilisation pour chaque type de métier, pouvoir leur expliquer comment ils peuvent finalement avoir un rôle important dans cette démarche. Oui, expliquer que c'est la responsabilité de tous et pas seulement effectivement les services informatiques parce qu'on parle de numérique. En fait, on en utilise tous et donc on a tous un pouvoir d'action. Oui, voilà, ou même au sein des services informatiques, c'est pas uniquement des développeurs, mais c'est aussi ceux qui s'occupent de la démarche utilisateur. Voilà, chacun, voilà, c'est la démarche du colibri. Chacun peut apporter sa part. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Très intéressant. Diane Swidong, vous êtes responsable du pôle sociétal et social du service RSE de la Caisse des dépôts, qui a mis en place aussi un plan numérique responsable. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce plan et comment ça s'est construit ? Alors, la genèse du plan est partie d'une demande du COMEX, de notre directeur général, donc fin 2019, et a dit « il nous faut un plan numérique responsable ». Bon, c'était la prise de conscience aussi que le numérique n'était pas aussi neutre que cela. Bon, cela faisait des années déjà que nous avions dans les plans d'action RSE l'allongement de la durée de vie du matériel, puisqu'on avait mis dans nos plans d'action un allongement à 5 ans pour les ordinateurs portables, 7 ans pour les fixes. Bon, ça, c'était dans nos plans d'action. Recyclage du matériel, nous, on l'avait déjà intégré. Dès 2013-2014, tous nos téléphones portables étaient recyclés, redonnés à des ESAT, des entreprises, des associations. On n'avait rien à la poubelle, ce qui était très bien déjà. Les ordinateurs, il y avait un contrat en cours, il y avait des choses qui étaient faites. On était plus sur la partie matérielle. Le schéma directeur avait déjà intégré, même 2016, un axe, introduire l'éco-conception. Mais l'écosystème n'était pas forcément encore mûr, puisqu'on n'avait pas de retour d'expérience, pas non plus forcément de développeurs qui étaient assez matures pour aller sur ces sujets-là. Et en participant au premier rapport du Chiffre Project en 2018, puisque la Caisse des dépôts était sur le premier rapport, a donné toutes ces données, a fourni tout. Et le Chiffre a été très militant sur ce sujet, puisque le premier rapport de 2019 nous a fait tous prendre conscience que le numérique, ce n'est pas que les 2% d'émissions mondiales, mais potentiellement plutôt explosif, notamment sur les années qui viennent, avec ce que disaient nos intervenants précédents, le développement des capacités et des services. Donc là, on se dit 8% d'ici 2025, potentiellement, c'est plus que tous les secteurs de transport compris, aviation et tout, on prend quand même, on n'arrête pas de taper sur l'aviation, mais non, le numérique est plus que tout ça. Et donc là, le plan numérique a élaboré, le comité de pilotage RSE et quotidien, donc, qui est le programme interne chez nous, a adopté l'élaboration du plan avec la mise en place de groupes de travail sur les différents axes. Donc on a impliqué aussi bien notre DSI que notre filiale informatique qui est sur notre partie MOE, la partie RSE, dont je fais partie, les directions achats de nos structures et évidemment la partie communication. Donc pour travailler sur aussi bien la partie matérielle, les projets, les applications, les infrastructures, les achats numériques et les usages. Donc de ces groupes de travail, des ateliers, etc., sont sortis une cinquantaine, plus de 50 propositions d'axes, de leviers à mettre en place. Bon. Donc là, nous sommes premier jalon juin 2020, le comité de pilotage juin 2021 a adopté donc, le plan numérique responsable avec notamment un axe de réduction de nos émissions d'ici 2030. Alors, il faut savoir que préalablement à tous et en parallèle de tous ces travaux, on a fait
donc le bilan carbone des services numériques. À la Caisse des dépôts, on a la chance d'avoir un service au sein de la RSE, 2 personnes qui sont habilitées bilan carbone et qui fait le bilan carbone tous les ans sur les 3 scopes de la Caisse des dépôts, sur son fonctionnement interne. Jusque-là, on n'avait pas creusé forcément le sujet numérique. Et c'est là qu'il a fallu se pencher sur le sujet spécifiquement numérique. Qu'est-ce qu'on met dedans dans le numérique? Parce que lorsqu'on parle numérique, le matériel, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on associe au numérique? Quels sont les achats qui sont stoppés? Achats numériques, tout ça, il a fallu repasser en revue, puisque, on le disait tout à l'heure, le scope 3, les achats, c'est neutre. C'est le plus gros. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec donc, les émissions du numérique qui représentent, l'air de rien quand même, entre 1/3 et 1/4. 1/4 et 1/3 de nos émissions. Donc on est loin quand même des 4% qu'on pouvait croire. C'est ça, ce qu'on disait en introduction, c'est qu'on ne perçoit pas en fait les impacts du numérique. Oui, donc les achats sont nos plus gros postes. Et aujourd'hui, les achats, pour ceux qui connaissent bien le scope 3, lorsqu'on parle de scope 3, du bilan carbone, c'est la partie valorisation financière. On calcule les émissions via des ratios monétaires, c'est-à-dire combien vous a coûté votre contrat. En face, vous avez des tables de concordance qui vous disent X tonnes pour ce type de contrat, pour X euros. Bon, vous négociez bien votre contrat, vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est que artificiel, ça, il faut bien en être conscient. Donc notre but, c'est aussi de travailler sur le réel. C'est comme ça aussi qu'on était en contact beaucoup avec la Banque de France, puisque nous avons des intérêts communs, des plateformes communes. J'ai eu Victoire Paiement, notamment, qui est une grosse prestation pour nous. Et donc, on a comme ça calculé, valorisé les émissions réelles à la Banque de France. Donc, on les a un peu titillées, il faut le dire, pour pouvoir le faire chez nous. Parce que nous, du coup, on intègre les émissions réelles, pas uniquement les euros. Voilà. Ce qui est intéressant dans votre démarche aussi, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment la RSE qui a porté le sujet et pas la DSI. Tout à fait. Donc la volonté de la secrétaire générale du groupe, qui est notre patronne en direct, mais qui est aussi la patronne de la DSI, de notre filiale informatique et la présidente de notre filiale informatique CDC et de la direction des achats. Alors, elle a choisi la RSE, pourquoi? Parce qu'on avait déjà une expérience sur la partie RSE, c'est un service qui existe depuis 2015. Il y avait déjà des plans d'action que nous menions avant, depuis 2010, sur différentes actions RSE. Et la RSE, surtout parce que nous avions une vision transversale, que ce soit, on a des plans d'action sur les achats, les plans d'action sur l'économie circulaire, les déchets, les plans d'action sur l'immobilier, puisque lorsqu'on parle numérique responsable, il y a aussi un impact sur nos bâtiments. Voilà. Et vraiment une vision globale avec en plus un retour d'expérience et la capacité, et en tout cas l'envie de faire le lien avec toutes nos parties prenantes en interne. Et la Caisse des dépôts, c'est une très grosse organisation, je crois que vous êtes 7000 à peu près. Oui. C'était quoi les défis pour faire diffuser ce plan et ces nouvelles pratiques au sein de votre organisation? Alors, en définissant ce plan numérique responsable, je me suis rendu compte que finalement c'était plus facile à l'écrire que de le mettre en place, il faut le savoir. Je ne dis pas que c'était facile, puisque lorsqu'on a entamé les travaux de place commençaient. Je participais aux différents groupes de travail, notamment ceux du CIGREP, du CDDEP, ou même sur le Chiffre Project, etc. Bon, on commençait à avoir les premières données, mais aucune donnée n'est encore stabilisée, même aujourd'hui, il n'y a pas de métrique. Et donc, on avait plutôt on savait quel axe il fallait aller sur un plan numérique responsable. Donc, le définir, finalement, l'écrire sur le papier, ça allait, on avait nos axes. Aujourd'hui, c'est le mettre en pratique. Ouais. Le plus difficile, c'est le mettre en pratique. Convaincre que le numérique, ce n'est pas neutre, même s'ils le savent tous, donc beaucoup de communication, non seulement auprès des utilisateurs, qui même certains sont déjà plus mûrs, puisqu'on a une nouvelle génération qui rentre dans l'entreprise, qui eux sont très demandeurs. Ils nous challengent dessus.
j'ai plus de questions sur le numérique qu'avant. Voilà. Donc on a cette partie-là, et puis on a la partie convaincre nos métiers que le numérique responsable est indispensable et doit s'intégrer dans la pratique quotidienne. Oui. Et pas uniquement une verrue qu'on va mettre à la fin en disant on va faire quelques critères pour faire plaisir à tout le monde, y compris à la RSE. Bon, c'est un peu je dirais, l'état où on était quand on a démarré la RSE il y a une dizaine d'années. Oui. Aujourd'hui, la RSE est complètement intégrée dans le plan d'action immobilier. On ne se pose quasiment plus de questions dessus. Les ODD existent, tout existe dedans. Donc, il faut qu'on arrive au même niveau avec le numérique responsable. Mais tout à fait. Mais grâce à tous ces partages de bonnes pratiques, je pense qu'on est tous sur la bonne voie. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est de justement voir aussi les bonnes pratiques et initiatives qui peuvent exister au sein même de la sécurité sociale. Et donc pour cela, j'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir virtuellement, on est au cœur du sujet, malheureusement pour des impératifs de train, Monsieur Yannick Puget de l'IMSA, donc acteur informatique de la mutualité sociale agricole qui assure la couverture sociale de l'ensemble de la population agricole et des ayants droit. Du coup, je pense que dans votre organisme, vous avez mis plusieurs initiatives en place. Est-ce que vous pouvez nous raconter et nous partager ces projets? Absolument, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous, cette démarche de numérique responsable, elle vient d'une volonté. Alors, j'ai entendu que parfois c'est RSE, parfois ça vient de la DSI. Et nous, ça vient d'une conviction, finalement, une conviction à la fois de notre secrétaire général et surtout de notre directeur général, une conviction sur la transition écologique, notamment le numérique responsable. Donc, ça a démarré en octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, ça a 7-8 mois. Et nous avons décidé d'agir sur deux temporalités. Donc, tout d'abord, sur du court terme, avec une sensibilisation de nos équipes techniques dans le choix du matériel ou la réparabilité, le fait d'avoir des batteries, par exemple, amovibles, puisqu'on sait que c'est ça qui pose souci en premier, souvent, sur la vie d'un ordinateur portable. En tout cas, on a sensibilisé à ce que ces critères techniques soient mesurés et pris en compte dans nos marchés publics. Également, je peux vous citer aussi pour nos centres éthiques des choix d'encre labellisés dans le cadre d'un aspect responsable sur ces aspects-là aussi. Sur l'amortissement aussi du matériel, on est passé depuis janvier d'un amortissement de 3 ans à 4 ans et je pense, on n'en restera pas là, mais en tout cas pour l'instant nous sommes en expérimentation, en tout cas en vigilance sur les impacts que ça peut avoir. Ce matériel, une fois qu'il est en fin d'amortissement, est historiquement réinjecté dans les associations locales de chacun de nos sites, également pour participer à l'économie circulaire. Enfin, des actes concrets qui sont issus de campagnes d'idées pilotées par notre lab d'innovation institutionnelle qui s'appelle la SER, à la MSA. On a fait une campagne d'idées où on a demandé à nos collaborateurs qu'est-ce que vous feriez à notre place si vous deviez agir positivement sur le numérique responsable. Des 50 idées en fait, qui ont été remontées par nos collaborateurs, une dizaine a été pitchée dans une cérémonie qu'on appelle le crash test. Voilà, c'est le terme consacré. Et l'idée qui a été retenue et qui est en cours de mise en œuvre dans le cadre d'une expérimentation, c'est d'éteindre une partie des serveurs de nos data centers pour des serveurs qui ne servent pas évidemment et qui sont principalement utilisés en journée par nos agents. Ces serveurs, on commence par un petit lot, équivaut à, pour vous donner une idée, à la consommation énergétique à l'année de 12 maisons individuelles. Donc voilà, c'est un effet immédiat qu'on va mesurer d'ici peu, dès que ce sera mis en place, puisque les équipes techniques ont pris le relais et sont en train de mettre en place ces extinctions automatiques, puisqu'il faut que ce soit automatique pour que ça marche bien. Ça, c'est sur le court terme. Et sur un champ un peu plus long terme, on est en train de construire une roadmap sur le numérique responsable pour quelque part savoir où on va avec des impacts à 5 ou 10 ans. Notre studio UX est en train de travailler sur l'éco-conception. Alors, c'est quelque chose qui est dans toutes les bouches, mais
qui n'est pas facile à mettre en œuvre, puisqu'il y a, on va dire, qui est plus simple à mettre en œuvre sur les nouvelles applications que sur celles qu'on appelle historiques, entre guillemets. On travaille à l'obtention d'un label numérique responsable, comme beaucoup. On y va doucement, puisqu'on va viser un premier niveau de label pour 2023. On est dans la phase où en fait on s'auto-évalue en termes de critères sur l'obtention du label pour voir où on se situe en termes de démarche à la fois RSE et DSI. Et enfin, on travaille aussi à sensibiliser nos collaborateurs, puisque je pense que les intervenants l'ont dit, on est sur quelque chose de collectif. Il faut que à la fois la prise de conscience et à la fois la démarche soit portée par l'ensemble de nos collaborateurs. Et cette sensibilisation numérique responsable, elle débutera en 2023 et elle est très importante pour nous. Et ça a été dit aussi, il me semble, par la personne de la Banque de France, il y a aussi cette jeune génération qui nous pousse avec une sensibilité relativement forte à tous ces sujets. Voilà un petit peu ce qui nous occupe chez IMSA, donc la DSI de la MSA. Eh bien, effectivement, beaucoup d'initiatives mises en place. J'avais une petite question justement parce que effectivement, quand vous parliez de la sensibilisation des collaborateurs, c'est un point qui a déjà été soulevé par nos précédentes intervenantes. Le fait de les avoir, parce que vous les avez associés, de ce que j'en comprends, dans la génération d'idées autour de ces sujets et de ces initiatives du numérique responsable, est-ce que le fait de les avoir intégrés dès l'amont, ça vous aide dans la phase après d'implémentation, de diffusion, de sensibilisation? Oui, absolument. Cet essaimage, en fait, il se passe au travers de campagnes d'idées dont celle que j'ai citée est un exemple, mais qui est une démarche qui est relativement systématique chez nous pour impliquer les collaborateurs dans nos prises de décision. Il y a aussi le collectif numérique responsable qui est composé de personnes à la fois issues du champ de la RSE, mais aussi de la DSI, et ce collectif, quelque part de volontaires, en fait, réfléchit. Et quand je dis qu'on prépare une roadmap, il ne s'agit pas d'un sujet CODIR, mais vraiment d'une démarche collective, à la fois, certes, de personnes du CODIR, mais aussi de collaborateurs volontaires. Et peut-être une dernière question. On voit bien que ce sont à chaque fois des pratiques qui sont en train de se développer, de se mettre en place. On est plutôt dans des phases d'implémentation. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez suivre l'impact? Peut-être que vous le faites déjà, mais sinon, comment vous allez suivre l'impact des différentes initiatives que vous mettez en place? Alors, on est sur quelque chose qui démarre, comme ça a été dit d'ailleurs par d'autres témoignages, et donc on va mettre en place des indicateurs de mesure. Quand on dit qu'on éteint par exemple des serveurs dans nos data centers, on va tout simplement mettre en place une mesure de l'évolution en fait de la consommation de nos data centers dans le temps. On va plus loin puisqu'on va expérimenter avec des startups aussi dans le cadre de l'open innovation la mesure armoire par armoire de nos data centers avec le système de capteurs innovants qui va nous permettre d'être un peu plus ferme là-dessus. Et sur chacune des actions qu'on va mettre en place, on va venir poser des indicateurs. Ces indicateurs sont en cours de définition tout simplement. Ça fait partie d'un des jalons de notre roadmap d'ailleurs, on va dire relativement à court terme, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait du gain, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours dans le chat. Pour nos intervenants, on y reviendra juste après notre dernier partage d'initiative avec vous, Monsieur Sébastien Nefa. Donc vous représentez aujourd'hui la CAF du Gard, qui a mis en place un projet qui s'appelle l'AMIN, vous allez nous expliquer, la Maison de l'Inclusion Numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative ? Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour votre invitation. Donc la Maison de l'Inclusion Numérique, pourquoi? C'est un petit clin d'œil aux mines d'Alès, voilà, comme on était sur le territoire gardois. La Maison de l'Inclusion Numérique, on est parti d'un constat qu'il y a à peu près en France 13 millions de personnes qui sont en difficulté, notamment avec les différentes démarches en ligne. Plus de 250 démarches en ligne, si on prend le service aux impôts, si on prend les démarches par rapport à la sécurité sociale, et notamment également les démarches relatives à la CAF, à la branche famille. À partir de là, est couplé aussi sur le fait que dans le département du Gard, on est le département où il y a le plus de bénéficiaires du RSA et de minima sociaux.
et donc un département avec une précarité forte, et puis une stratégie de la relation de service qui évolue, et donc des difficultés pour ces publics finalement d'accéder à nos services. Donc à partir de là, on a fait un diagnostic territorial, hein, on n'est pas que sur Nîmes, on est vraiment sur tout le département du Gard, et on s'est dit il faut qu'on puisse apporter une réponse à nos allocataires pour justement avoir accès à ces différents services. Alors qu'est-ce que c'est que la Maison de l'Inclusion Numérique? Ça répond à plusieurs objectifs. D'une part, il y a cette volonté d'être un lieu clairement identifié pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le réseau de l'inclusion numérique gardois. Donc c'est vraiment un lieu identifié pour l'ensemble des acteurs, pour l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. On n'est pas simplement un lieu autocentré sur la cave du Gard. La deuxième chose, c'est également un lieu où on veut mener des actions, des ateliers numériques pour justement vendre nos outils, en tout cas faire la promotion de nos outils en ligne et permettre aussi à nos allocataires qui sont en difficulté, justement qui sont en décalage par rapport à ça, d'accéder à ces outils. Donc on fait des ateliers numériques avec nos allocataires, mais aussi un certain nombre d'actions avec nos partenaires institutionnels, la CEPAM, la CARSAT, la MSA, l'URSSAF, et des partenaires associatifs qui interviennent sur tout le champ de l'action associative notamment et de l'action sociale. Je donnerai un exemple précis si vous souhaitez tout à l'heure. Et enfin, c'est aussi un lieu à usage interne, c'est-à-dire pour nos salariés, pour nos managers, pour développer justement aussi un certain nombre de techniques managériales nouvelles. Et avec le développement considérable du télétravail, c'était important pour nous aussi d'apporter une réponse à ce sujet. Alors, comment on a porté ça? On n'a pas porté ça seul. Il a fallu porter vraiment une approche multi-acteurs, plurielle, donc main dans la main. On a fait donc un diagnostic territorial très précis et un des clés de la réussite, c'est vraiment que ce lieu soit clairement identifié. Ça n'a pas été évident de faire que ce lieu soit clairement identifié. On voit sur le diaporama quelques photos, quelques visuels qui montrent que cette maison d'inclusion numérique, d'une part, a été inaugurée, saluée par Cédrico, à l'époque secrétaire d'État au numérique. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, à la fois dans Le Monde, dans Élan Social Européen. Donc, voilà. Donc on s'est dit, c'est quoi cet ovni? Ça a intrigué, ça a intéressé pas mal de monde. Ensuite, on a rattaché cette maison d'inclusion numérique aussi à nos outils institutionnels, j'ai envie de dire, le schéma départemental des familles, les conventions territoriales globales. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement isolé. Voilà, ça parle aussi dans le monde de la sécurité sociale. On a réussi à intégrer ça à un certain nombre de stratégies. Ça s'intègre bien dans la stratégie aussi de la relation de service qu'on est tous en train de développer, c'est-à-dire le déploiement des téléservices, la promotion des téléservices et de moins en moins d'accueil physique. Donc il fallait trouver une réponse aussi pour ces personnes qui sont en décalage. Et également, ça répond à cette idée qu'on a de plus en plus de partenaires relais sur le territoire. Je pense notamment aux Maisons France Service qui se développent beaucoup, où on a des points d'accueil communs pour nos publics au niveau de l'ensemble des services publics. On a quand même rencontré quelques difficultés. Autant la dynamique a extrêmement bien marché sur tout ce qui était action sociale, associatif, partenaire institutionnel. Sur la partie allocataire, il y a eu parfois des difficultés. Les cibler, ce n'est pas un problème, ça on a réussi à les cibler, il n'y a pas eu de loupé là-dessus. Par contre, parfois il y a des difficultés à les faire venir au sein de cette maison de l'inclusion numérique. Problème d'accessibilité et puis aussi une crainte pour les allocataires d'être stigmatisés en venant comme ça sur des sessions d'ateliers numériques pour les outils. Voilà. Donc ils disent OK quand on les convie et puis finalement ils ne viennent pas toujours. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive vraiment à renforcer. Et puis aussi, autre difficulté d'importance, c'est que ces consommateurs comme de moyens, voilà. Puisque vous voyez bien que c'est une approche globale, c'est un lieu avec multifacettes, un peu couteau suisse, on fait à la fois pour nos allocataires, en interne, pour nos partenaires, et donc ça demande régulièrement quand même de modifier la configuration du mobilier, d'adapter les outils informatiques, de changer, enfin voilà. Donc on a dû investir aussi là en termes de ressources humaines, tout simplement, pour avoir une personne à temps plein pratiquement qui bouge un peu tout ça et qui permet d'adapter la mine tous les jours en fonction des demandes. Voilà. Du coup, ça fait à peu près 1 an, c'est ça que c'est en place? Oui, tout à fait. Et quel bilan vous en tirez? C'est quoi les grands enseignements pour vous? Alors j'ai un peu répondu. Ouais. Autant la dynamique action sociale, elle a extrêmement bien fonctionné. Ouais. Si on fait le bilan, on a un taux d'occupation depuis maintenant à peu près 1 an à 80-90%. Pratiquement tous les jours, la maison d'inclusion numérique est utilisée. En interne, ça a beaucoup attiré, donc elle est très utilisée par le personnel, notamment les managers qui développent un certain nombre de nouvelles techniques managériales, de bonnes pratiques ou autres.
Au niveau institutionnel, un fort intérêt. Donc là, on a déjà mené des actions avec l'URSSAF sur les créateurs d'entreprises. On a mené des actions avec la Caisse primaire d'assurance maladie sur tout ce qui est parcours invalidité. Donc voilà, toute cette approche populationnelle, ça fonctionne bien avec nos partenaires institutionnels, avec nos partenaires associatifs. Difficulté, c'est nos publics, avec cette crainte de stigmatisation, cette accessibilité. Et donc là, il faut vraiment qu'on aille plus loin là-dessus et qu'on réussisse le challenge qu'on s'est posé. Superbe. Et est-ce que vous auriez des recommandations pour les autres organismes qui voudraient mettre en place ce genre d'initiative? Je dirais déjà, il faut clairement justement savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ce tiers-lieu. Donc bien définir le besoin. Pour ça, je pense qu'un diagnostic territorial partagé, c'est un prérequis indispensable. Diagnostic partagé, pourquoi il ne faut pas le faire seul? Nous, on avait pris un partenaire externe et il faut vraiment que ce soit un diagnostic partagé avec les différents acteurs du terrain. Et puis, il faut qu'il y ait un portage politique aussi. Donc, par exemple, nous, c'est porté ce projet aussi par le président du conseil d'administration qui connaît très bien le territoire, l'ancrage territorial et les acteurs du territoire. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci pour ces initiatives internes à la sécurité sociale qui, j'espère, pourront infuser, diffuser et inspirer d'autres organismes. On a le temps de ce fait pour un petit temps de questions-réponses. Il y a déjà quelques questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle que, comme le disait Madame James au début de l'intervention, vous allez avoir aussi un questionnaire de satisfaction à remplir. Surtout, remplissez-le parce que ça nous aide d'une semaine sur l'autre à optimiser nos interventions. Donc, n'hésitez pas. Et s'il y a des questions qui resteraient en suspens à la fin de cette table ronde ou pour des personnes qui n'étaient pas en plateau, il y aura un question-réponse sur le site du Lab de la Sécurité sociale. Donc tous mes invités m'ont rejoint. Et donc je vais vous partager les questions qui sont déjà arrivées sur le chat. Alors, la première question, est-ce que la mutualisation des data centers des organismes de la sécurité sociale pourrait diminuer l'impact sur les ressources ou l'empreinte carbone? Est-ce que vous avez déjà peut-être une expertise sur un peu la mutualisation des data centers ou est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà travaillé? Ouais. Je vais prendre un bout de réponse avec grand plaisir, avec les connaissances qui sont les miennes. Mais bien entendu, tout ce qui va dans la mutualisation et la rationalisation est à encourager. Après, c'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est interroger ce besoin de numérisation et cette offre de services qu'il y a en face. Bien sûr, tous les ministères essayent de faire des plateformes communes et mutualisées. Voilà, donc ça va dans le bon sens, mais il faut vraiment questionner ce besoin de numérisation. Voilà. Effectivement, parce que c'est quelque chose qui m'avait... J'ajouterais deux choses. La première, c'est que cette mutualisation, elle est mise en avant depuis, je dirais, 15 ans à peu près. Et il y a deux limites. La première limite, c'est mutualiser, c'est peut-être faire des économies. Et que fait-on avec ces économies? Donc, même problème que tout à l'heure. Et deuxièmement, la mutualisation sous forme de centralisation, en fait, il peut y avoir une discussion pour savoir si ça n'augmente pas le trafic sur les réseaux et s'il ne faut pas, au contraire, laisser en local. Donc, ça dépend un peu des cas, en fait, je dirais. Et effectivement, si on revient juste un peu sur cette notion de numérisation, enfin d'accessibilité, on veut tout numériser aujourd'hui, la plupart des services, vous en avez parlé, versus justement, l'inclusion, tout le monde n'a pas accès à un service qui devient numérique, et deux, l'impact. Effectivement, comment faire le bon choix? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte l'un versus l'autre? L'un des principes de l'éco-conception, c'est justement de questionner le besoin et de voir justement est-ce que le numérique est la solution pour y répondre et est-ce qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà. Faire de la scénarisation en fait, c'est ce que fait le Shift, le Shift Project. Donc on se dit quand on fait un choix, c'est de la stratégie. Un choix dessine une trajectoire, mais il faut calculer en gros au moins cette trajectoire pour voir ce que ça donne à la fin. Et si ce n'est pas une bonne trajectoire, il ne faut pas le faire.
C'est pas très compliqué en fait. Enfin, dans le principe, c'est pas compliqué. Pour comme appliquer, c'est plus compliqué. C'est comme la technologie, au début on se dit c'est forcément une bonne idée, et puis en fait on se rend compte qu'en fait non, et qu'il faut vraiment penser les choses jusqu'au bout. Ça aussi, je pense, c'est pas ce que disent les études. La plupart des gens regardent la technologie avec c'est quoi ce truc-là, plutôt un doute. Il y a une minorité de geeks qui se dit c'est super, et c'est une minorité en général. Hein. Donc il faut voir que les gens sont plutôt à se poser la question de est-ce que c'est super vraiment ou pas. Et donc les appuis sur la sobriété, ils existent. C'est pas des gens qui vont se dire on va me priver de mes trucs. Pas forcément. Alors si évidemment ils sont déjà dépendants, c'est comme si on enlève la voiture à quelqu'un qui habite à 50 km de tout, c'est sûr qu'il va dire qu'on va lui priver de voiture, c'est sûr. Mais s'ils ne sont pas encore dépendants, si c'est une nouveauté justement, si c'est une nouveauté, ça veut dire qu'on n'en est pas encore dépendant. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire des choix qui sont ensuite très structurants. C'est sûr. Et ces choix, il faut vraiment qu'ils soient le plus holistique possible, c'est-à-dire qu'on prenne les critères d'accessibilité, d'inclusion, de sécurité, d'éco-conception. Tout ça est possible. Il faut vraiment désiloter les approches qu'on a du numérique et se poser toutes ces bonnes questions. Mais c'est techniquement réalisable. Bonne nouvelle, c'est juste un choix. Alors là aussi, c'est facile à dire. Ouais, mais... Ça, c'est mon grand message. C'est facile à dire, c'est plus facile. C'est pas un problème technique. Ouais. Ça, il faut se dire ça. Ouais, et on l'a vu, on a beaucoup dit l'impact carbone du numérique, c'est principalement l'étape de fabrication. Et du coup, comment est-ce qu'on sort de cette logique où on se dit qu'en fait c'est plutôt aux fabricants de faire attention et pas aux différents organismes, aux utilisateurs, et donc de renvoyer la balle du côté des fabricants? Alors, allez-y. On partage le temps de parole, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais j'ai un élément que je voulais partager avec tout le monde, c'est que l'allongement de la durée de vie, c'est une des clés. Et donc avec l'allongement de la durée de vie, il faut avoir un regard lucide aussi sur les usages qu'ont les agents publics de leurs terminaux. Et donc la fabrication a un impact, mais si on arrive à allonger la durée de vie considérablement, tous ici, moi le premier, 99% de mes tâches sont du traitement de texte. Donc on peut vraiment allonger la durée de vie de nos terminaux. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Effectivement, on peut souvent renvoyer des fautes aux fabricants, tout ça, mais il faut aussi que nous-mêmes, on soit lucides sur ce qu'on fait dans nos organisations. On l'a vu la semaine dernière donc sur la table ronde de l'économie circulaire. En moyenne, on renouvelle notre téléphone portable tous les 2 ans. Et l'ADEME estime que 88% des Français renouvellent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore, juste parce qu'effectivement, il y a des nouvelles applications, des nouveaux processeurs, et etc. Une nouvelle mode, un nouveau design. Oui. Et donc, c'est l'obsolescence culturelle, effectivement. Commerciale. Il y a des effets rebonds et des faux bons amis de racheter régulièrement du reconditionné. On a fait une étude avec des personnes de Boavista. Voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et vraiment, on peut prolonger la durée de vie de nos équipements. Il dure déjà longtemps, en fait, si on regarde. C'est plusieurs années, un smartphone, facilement 7-8 ans, en réalité. Mais juste pour ajouter aussi, les fabricants, j'ai envie de dire, ils font ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur activité est extrêmement normée par les directives européennes, déjà. Et un ajout de plus dans la directive européenne et leurs appareils vont durer beaucoup plus longtemps. Tout ça, c'est très contraint par le régulateur. Après, il ne faut pas cacher que c'est des enjeux industriels. C'est-à-dire que ce n'est pas en claquant des doigts, on dit il faut faire comme si, que l'usine, elle va changer. C'est des enjeux de modèle économique aussi pour les industriels. C'est de souveraineté numérique, de tout un tas de choses. Et on ne sait pas simplement les usages. On l'a dit, de toute façon, on s'inscrit dans un temps long. On ne cherche pas des solutions miracles à court terme. On est vraiment dans trouver des solutions pérennes. L'allongement des usages, ça fait partie, j'imagine, de vos 2 plans complètement respectifs. Non, ça a été acté qu'on allonge au maximum la durée de vie. Et puis surtout, on met des critères aujourd'hui dans le choix du matériel, une évaluation RSE et des émissions et de l'impact. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve comment on valorise tout ça. Je n'ai pas dit que c'était gagné. Oui, également à la banque,
met en place, on allonge la durée de vie des équipements, on les répare, on fait en sorte qu'ils durent plus longtemps. Et au-delà de ça, après, tout le matériel est traité par une entreprise qui veille à son réemploi pour encore allonger la durée de vie des équipements au-delà de l'usage fait par l'entreprise. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels les collaborateurs, typiquement, sont plutôt très ouverts ou alors, au contraire, il faut faire beaucoup de pédagogie là-dessus ou... Il y a de la pédagogie à faire, il y a de la sensibilisation à faire, leur faire comprendre que, parce que c'est pas parce qu'il y a un nouveau smartphone qui est mis à disposition qu'il faut faire tomber celui qui existe. Voilà, ça a des impacts. Hein. Même si c'est l'entreprise qui paye, ça a des impacts sur nos émissions. De toute façon, ils sont tous concernés. Et que ce n'est pas parce que aussi on recycle, on donne, puisque nous on donne tout, on fait remettre à neuf lorsque c'est possible, on les remet à niveau et après on les remet à disposition des associations. Mais les associations, la plupart, je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de matériel mis à leur disposition, puisqu'on est tous dans la même démarche. Ouais. Donc ce n'est pas forcément non plus un but final à avoir que de se dire on va mettre à disposition uniquement. Ouais. Donc c'est travailler vraiment en amont pour qu'ils soient conscients qu'il faut qu'ils fassent durer au maximum. Ouais. On passe de 2 à 4 ans, on réduit de moitié nos impacts sur la fabrication. Et par ailleurs, la maison d'inclusion numérique est à 70% équipée de matériel recyclé. Voilà. Donc après, il y a quelques matériels de pointe où là on a acheté effectivement, mais que ce soit le mobilier, les ordinateurs, etc., c'est recyclé et ça donne quand même un aspect qui est plutôt sympa. Oui, et alors une autre question qui est, quand on parle justement d'usage, si on reste sur la phase des usages, est-ce que le modèle locatif des équipements peut être aussi une solution plus durable ou... Et j'allais justement réagir sur votre exemple, parce qu'en fait, si vous payez, les appareils sont payés pour... Moi aussi, j'aurais pu avoir un téléphone de fonction. Donc c'est un genre d'économie de fonctionnalité, puisque c'est plus à moi, en fait. Hein, je loue d'une certaine manière cet appareil. Et bon, pour moi, ça n'a pas de lien direct avec ni l'allongement, ni le rétrécissement d'ailleurs de la durée de vie de l'appareil. Ça peut aussi bien accélérer, parce qu'on n'y fait pas attention, je m'en fous, c'est pas à moi, c'est renouvelé. Alors qu'en fait, les opérateurs, parce que c'est les opérateurs qui ont été très prescripteurs sur les terminaux au début, ils louaient, c'était location avec option d'achat en fait au début. Et quand on a fait notre première étude sur le smartphone en 2007-2008, on demandait aux gens, est-ce que vous savez combien vaut cet appareil? Aucune idée. Aucune idée de combien ça vaut. Simplement, je sais qu'on me le donne contre un abonnement, c'est compris dans l'abonnement, quoi. Puis après, l'opérateur dit, est-ce que vous voulez pas un nouvel appareil? Ah bah ouais, je veux bien un nouvel appareil. Mais pourquoi s'inquiéter? Alors je ne dis pas non plus que la propriété, c'est la solution. Je dis que ce n'est pas le bon paramètre, en fait. Location ou propriété, ce n'est pas le paramètre déterminant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, on a l'expérience avec les photocopieuses. Le fameux exemple repris partout. Et Michelin, les deux trucs dont on entend parler tout le temps. C'est quoi? C'est souvent Xerox et Michelin qui sont mis en avant. Le problème, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on met les deux mêmes exemples en avant. Oui. C'est qu'il y a un petit problème quand même. Vous confirmez? D'accord. Voilà, alors justement une grande question qui anime souvent les débats qu'on nous pose, c'est avons-nous de la visibilité sur les avantages et les inconvénients qui se posent avec l'arrivée de la 5G? Typiquement, nouveaux usages, nouveaux... On a le processus habituel. Il y a une nouveauté, on ne sait pas à quoi ça sert, alors on va faire des cas d'usage. Oui. On regarde les cas d'usage, on regarde aujourd'hui, chaque acteur va dire ce cas d'usage c'est super génial, il y a un marché potentiel de 50 milliards, 500 milliards, 5000 milliards. Donc on voit des chiffres qui circulent comme ça, c'est toujours des centaines de milliards. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent potentiellement à se faire avec la 5G, avec la télémédecine, il y a toute une ribambelle en fait de la voiture autonome. Alors la télémédecine, c'est pareil, différents cas d'usage. Est-ce qu'on met dans une petite boîte avec des bras robotisés ou est-ce que c'est ceci, cela? Bon, à Mines Télécom, on a beaucoup de recherches là-dessus. Bon, je ne suis pas toujours sûr que ce soit vraiment la priorité, mais en tout cas, c'est ce genre de choses. Il y a les cas d'usage, après, une fois qu'on les a, il faut se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas amener les gens à utiliser les cas d'usage?
rendre intéressant les codes d'usage. Donc vous voyez, c'est une espèce de techno-push. En fait, il n'y a pas vraiment de demande en réalité, mais il y a l'idée que si on n'y va pas, les autres iront, que ça, c'est l'avenir. Donc toute une représentation en fait de l'avenir qui n'est pas du tout sûr que ça se produise en fait. Entre la crise en Ukraine, entre peut-être que tous ces milliards-là, c'est de la spéculation, le fait que les gens vont se dire, bah oui, ça pollue un peu quand même, donc nous, on va peut-être pas prendre le numérique, donc le marché, en fait, il n'aura pas lieu. Donc on est dans un monde un peu spéculatif dans tous ces cas-là. Et vous, c'est des choses que vous prenez en compte dans vos plans, justement, arrivée de la 5G, est-ce que ça va... Alors il y a un des axes, justement, pour étudier l'arrivée de la 5G pour nous, c'est aussi se demander est-ce qu'on en a vraiment besoin. Même à titre personnel, franchement. Ouais. Ça va nous permettre de regarder plus vite la vidéo. Bon, à part ça. C'est plutôt pour les industriels, en fait, voilà. La 5G. Hein. C'est pas tellement pour le consommateur final. Oui, mais tous les opérateurs vendent des forfaits 5G aujourd'hui ou des téléphones qui vont avec la 5G. Après, je ne suis pas du tout un spécialiste technique de la 5G, mais par exemple, dans le référentiel général d'éco-conception, on met en avant la disponibilité des services publics, puisqu'on est sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique public, avec des connexions justement en 2G ou en 3G. On essaye de demander justement de ne pas faire des services numériques qui nécessitent une connexion 4G et 5G, puisque les gens sur le territoire, toutes les personnes ont besoin de se connecter à ces services numériques. Donc ça, voilà. Forcément, on retourne la chose dans cette optique-là. Et peut-être une dernière question, parce que j'ai pas mal de questions sur quelles sont les compétences requises pour un poste dans le numérique responsable. Mais en fait, j'ai l'impression que faut se former aux enjeux du numérique responsable, mais est-ce qu'il faut vraiment des compétences particulières ? Je reviens sur la question d'avant quand même. Ah, pardon. 2 secondes. Ah non, je suis désolé, mais il y a eu des calculs de fait. Pour les spectateurs, participants, je ne sais pas comment vous les appelez, ceux qui nous écoutent, nous regardent, participent d'une manière ou d'une autre, les calculs montrent quand même que, les projections montrent quand même que la 5G, c'est globalement un accélérateur d'impact écologique et pas un réducteur. Il faut quand même le savoir, c'est juste ça. Hein. Et je ramasse le résultat de en une seule phrase, mais je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Et donc, compétences pour travailler dans le numérique responsable, est-ce qu'il faut des compétences particulières selon vous ? Ok, c'est bon. non, mais j'y vais avec grand plaisir. Donc déjà, non, il y a pas mal de formations gratuites en ligne sur le sujet. Il faut être sensibilisé. Donc il y a par exemple les MOOC de l'INR en version courte et en version longue, qui peuvent être disponibles sur le site de l'INR, mais aussi sur le site de la mission interministérielle. Il y a le MOOC de l'INRIA également, où il y a une approche. On peut faire des fresques du climat, on peut faire des fresques numériques. Donc il y a toute cette approche de sensibilisation, mais qui doit aller plus loin que la sensibilisation, puisqu'elle doit se matérialiser concrètement au niveau de l'organisation. Et vous en parlez tout à l'heure, avoir un sponsoring fort et avoir des résultats concrets et mesurables et vraiment enclencher le mouvement. Après, pour travailler dans le numérique responsable, mais voilà, il y a des compétences, ça dépend si il y a des compétences en gouvernance, en stratégie, après en dev si on veut plus se spécialiser dans la partie technique, mais il ne faut pas cantonner le numérique responsable à la partie technique. Il faut vraiment ouvrir les vannes sur l'ensemble de l'organisation. Donc du coup, les compétences sont beaucoup plus variées. Ouais. Donc, oui, c'est ce qu'on a vu dans toutes vos initiatives, c'est que vraiment, ce n'est pas porté par un service, que ce soit la DSI ou même la RSE, c'est que ce qui fonctionne, c'est que c'est la collaboration, c'est la diffusion au sein de vraiment toute la société et tout l'organisme. Parce que les DSI se sont plaints que ça leur retombe dessus quand même. Comment ça se sont plaints? Parce que quand il était question de l'impact écologique du numérique, et regardez le DSI, mais le DSI dit « mais moi je fais que ce qu'on me dit de faire, je n'ai pas la marge de manœuvre, je suis désolé ». Donc les pauvres, à un moment, ils étaient un peu mal. Mais c'est ce que je trouve assez beau dans toutes ces questions de transition écologique, c'est qu'en fait, on voit que la réponse, à chaque fois, elle est collaborative, elle est collective. Ce n'est pas quelqu'un ou un secteur ou une division dans une entreprise, une organisation qui a la clé, qui a la solution et qui va tout résoudre. C'est vraiment tous ensemble qu'on peut chercher des solutions, les mettre en place, les expérimenter, les évaluer et avancer. L'objectif, c'est d'avoir tous la même ligne directrice et le même objectif. Eh bien, merci beaucoup, sauf si quelqu'un avait quelque chose à ajouter en conclusion pour cette table ronde sur le numérique responsable. Merci vraiment à tous, c'était très inspirant. Donc j'espère que ça vous aura aussi
inspirer, amener à cogiter, à réfléchir et que demain vous irez voir non pas la DSI mais vos collègues pour essayer de mettre en place des initiatives au sein de vos organismes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour donc, la 3e table ronde qui sera cette fois-ci sur le thème du bâtiment durable et de la mobilité durable. Attention, la semaine prochaine, en revanche, l'horaire change un tout petit peu puisqu'on se retrouve à 10h et non pas 10h30. Et encore une fois, j'insiste, petit questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Un grand merci à tous, un grand merci à tous les participants, participantes. Et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.